Alors, l'attitude de l'OMS face à la découverte ou face aux produits Covid organiques, c'est ainsi qu'on l'a appelé, le remède malgache qui donne des résultats, président Bandakani. Est-ce que cela ne viendrait quand même pas confirmer tout simplement les thèses selon lesquelles, et d'autres l'ont dit, le bon ne devrait pas en principe venir de l'Afrique? Vous êtes très poli, vous faites preuve d'un excès de déontologie et de prudence dans un contexte où ces prudences ne devraient pas être de mise. Nous sommes en guerre. Je l'ai dit par le passé. Je ne devrais pas dire je l'ai dit. Nous l'avons dit par le passé. Les vrais panafricanistes, parce qu'il y en a de faux. Il y a beaucoup de faux d'ailleurs, qui se sont infiltrés dans ce combat pour les besoins de la cause et qui ont voulu nous distraire. Chacun est en train de voir aujourd'hui. Si un Africain dit qu'il ne sait pas distinguer les vrais panafricanistes des faux, ça veut dire qu'il sait pourquoi il fait ça. Les choses sont désormais claires. Ceux qui ont été constants dans leur position, ceux qui ont fait semblant d'être avec nous et après ont montré leur vrai visage. Si pendant 10 ans, ici, ont été constants pour dire des choses qui allaient arriver et qui arrivent aujourd'hui, cela on les connaît. Qu'est-ce qui est nouveau sur le soleil, Bachir? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui vous surprend? Nous avons dit ici que nous avons affaire à des criminocraties. Les gens ont toujours voulu saper le travail panafricaniste en mettant sur la table une fausse contradiction, à savoir que si c'est comme ça, c'est à cause des chefs d'État. Nous on dit que ça fait plus de 2000 ans bientôt qu'on est comme ça. À une époque où il n'y avait même pas de président, il y avait des rois. Ça a commencé comme ça. Non, on n'entend pas. Vous faites 2 pas, on vous ramène toujours que ce soit le président. Nous on a dit ici qu'on commençait l'affaire, c'est que ce n'est pas un président qui nous a envoyé ici commencer le combat. Ce n'est pas le président Biya qui a dit au président Bassile qui à mon aîné Bassile qui est devenu. Ce n'est pas le président Biya qui a envoyé le grand frère Yungo Moho là se mettre là où il est là. Ce n'est pas le président Biya qui l'envoie. Ce n'est pas un chef d'État qui nous a dit commencer ce combat. Nous on a dit on ne les regarde pas. On connaît les contraintes, on connaît leur niveau, à quel niveau ils sont. On connaît tout ça, on ne regarde pas ça. Nous on commence le combat. Les présidents qui poseront des actes panafricanistes, nous allons les soutenir. Sans pour autant dire qu'ils sont le paragon du panafricanisme, qu'ils savent tout. Non. On a dit que c'est notre mission, c'est notre génération. On a dit que l'intelligence, la sagesse que nous avons hérité de nos aïeux et de Dieu nous enseigne que n'engage pas 1000 fronts à la fois, tu vas échouer. Et que si on combat nos présidents et les occidentaux, c'est l'échec. On a dit ça. Et quand on a pratiqué ça, on a vu les résultats. Mais des gens, vous ne savez pas où ils sont, ils ramènent toujours deux. Vous dites 2 mots, oh non, les présidents font comme marcher et consort. C'est un président qui m'a envoyé ici. Quelle est l'influence d'un président dans les décisions que je prends par jour dans ma famille, pour parler seulement de mon cas? Paul Biya me dit quoi que j'ai à faire là? Il a un niveau où il peut influencer. La plupart, il n'influence pas. Le président Biya ne me dicte pas ce que moi, Bandakani, j'ai à faire dans ma vie. Et les faits l'ont démontré. C'est important de rappeler ça. Peut-être vous n'êtes pas au courant des attaques qu'Afrique Média a subies. Vous faites semblant de ne pas voir dans les réseaux sociaux. Des gens que vous avez accueillis ici. Des gens qui ont supplié, président, aide-nous, on veut intervenir. Amène-nous là-bas, on veut intervenir. Quand ils viennent ici, ils interviennent. Le monde les découvre, alors qu'ils étaient inconnus hier. Dès que le banditisme ne marche pas, quand ils partent, ils attaquent Afrique Média. Je n'ai pas fait le nom de leur cité, mais vous les connaissez, ils sont là dans les autres autorités, ils attaquent. Des gens qui ont été ici. Il faut qu'on clarifie les choses. Donc on est dans une guerre, Bachir. Qu'est-ce que l'OMS a fait que vous ne connaissez pas? L'OMS c'est quoi? Il y a encore un Africain sur cette terre qui peut encore faire confiance à cette organisation criminelle qu'on appelle l'OMS. Il y a encore un Africain qui veut les preuves de l'OMS. Comme il fait comme Baba tous les jours. C'est pour ça que vous voyez, je suis souvent rare et que je choisis mes émissions parce qu'il y a mieux à faire souvent que de répéter la même chose aux gens qui font semblant de ne pas entendre, alors qu'ils vous fatiguent exprès. J'ai d'abord été absent, Bachir, parce que modestement, on était en Guinée, qu'on a pris pour une mission. Oui. Et la mission a réussi. Oui. Et alors, pendant cette mission, je vous ai dit à une émission que moi, Bandakani, il y a des débats que je ne ferai plus. Il y a des combats que je ne mènerai plus. C'est un problème maintenant de rapport de force. S'il y a une situation en Afrique, nous on s'engage. On va voir si en face, ceux qui sont en face de nous vont nous battre. Et ils ont fui à Guinée-Conakry. Et ils échoueront avec le Covid.
Le Covid n'est pas nouveau. On a dit ça ici à Afrique Média, c'est qu'on vous prépare. Nous avons dit ici, cherchez les émissions d'Afrique Média passées. Fouillez les émissions entre, je donne même les dates, entre 2009, à partir de 2015, à partir de 2015 jusqu'à 2018, 2019. Prenez les émissions. Vous allez voir que ce qui arrive là, nous l'avons dit ici que, sur le plan géopolitique, voilà ce qu'on prépare. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut dire, vous pouvez haïr les présidents africains comme vous voulez, ils sont même des démons, d'accord. Est-ce qu'il y a un président africain qui a planifié la mort de l'humanité comme on a fait avec le Covid là? Non. Il y a un président africain qui est dans le complot là. Mais les gens sont courageux, ils viennent encore mettre sur la table que les présidents, c'est quoi le président? Nous avons expliqué suffisamment ici sur le plan de la science géopolitique ce qu'on peut attendre d'un président africain, ce qu'on ne peut pas attendre de lui. Oui. Ce ne sont pas les présidents africains qui sont allés s'asseoir pour faire le complot, pour décimer l'humanité. Oui. Ce ne sont pas les présidents africains qui veulent diminuer la population de la planète. Ce ne sont pas les présidents africains qui veulent transformer l'homme en faire un jouet dans les mains du capital et des petits sorciers, les 7 sorciers qui veulent diriger le monde. Les Rothschild, les Bill Gates, la reine d'Angleterre, toute cette bande-là, de voyous, ces gens-là. Il n'y a pas un président africain dans le complot. Donc l'OMS a fait quoi? Bachir, prenons les principes simples, élémentaires, qu'on comprenne que cette organisation, c'est l'organisation de criminels. Et qu'un Africain sérieux ne peut plus remettre sa santé. Vous voulez m'interrompre? Ouais, le mot, il est assez fort. Je peux continuer? Vous continuez. Le mot criminel, il est assez fort. Tout simplement. On continue, président Bandakani. C'est vous qui assumez ça? On continue. Des données Afrique Média, c'est Bandakani qui parle. Très bien, nous poursuivons. Et si le petit voyou qui est directeur de l'OMS veut démentir le contraire, il vient ici. Ou bien qu'il envoie son représentant Yaoundé, il vient ici. Et on va faire un débat même sur les protocoles scientifiques de l'OMS. Je vais vous démontrer devant lui ce que je viens de vous dire. Moi, par la monde, je ne te cache pas. Je dis que je dis que si l'OMS, son représentant, ils ont un représentant Yaoundé, qu'ils viennent ici, je vais démontrer pourquoi je dis que c'est l'organisation criminelle. Et qu'aucun Africain, aucun être humain sur Terre ne doit plus accorder la moindre confiance à cette organisation de criminels. M. Bachir, ce sont des faits. Et je donne des éléments. J'amorce un argumentaire. Parce que nous sommes en train de réunir beaucoup d'éléments. Et on va rendre ça public. Éléments inattaquables. M. Bachir, la médecine moderne est fondée sur la confiance. C'est la confiance entre un médecin et celui qui est malade qui déclenche le processus de guérison. Ce n'est pas tant le remède que vous donnez à celui qui est malade que le soin. C'est la confiance. Il faut qu'il croie que le médecin est capable de le soigner. Oui. Et tout médecin sait, M. Bachir, que quand vous êtes affaire à quelqu'un qui est en péril sur le plan sanitaire, première chose, c'est de le rassurer. C'est de lui dire que non, tu vas guérir. C'est de lui dire que tu as les capacités de guérir. Et avec la médication que je vais te donner, qui n'est qu'une part de la guérison vient de toi. Il faut prendre ça à l'OMS. Donner des leçons avec tous les savants qu'il y a là-bas, les docteurs, professeurs en virus, tout ce que vous voulez. Première réaction de l'OMS quand Covid commande, c'est de dire aux Africains, préparez-vous au pire, Bachir. Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qui est menacé par une urgence sanitaire? Quand je dis que c'est une organisation criminelle, vous voulez m'interrompre, je suis poli, il faut les fusiller. Ah, présidence. Je dis qu'il faut les fusiller. Non, allez, on ne va pas aller jusque-là, je vous en prie. On ne va pas aller jusque-là. Oui. On ne va pas aller jusque-là. Parce que maintenant, le Covid n'a pas encore tué tout le monde. La deuxième, il vous parle de vagues, non? Ils ont programmé par vagues. Quand 1 million de personnes vont mourir d'un jour, 6 millions de personnes vont mourir, vous n'attendrez pas comme vous de leur fusiller. Vous allez envahir leur bureau et leur couper la tête. Parce que c'est ce qu'ils méritent, ces gens-là. Maintenant, on fait la politesse. Est-ce que l'OMS a le droit? Où sont les médecins du monde entier pour dire à ces gens de foutre le camp? On a le droit de parler comme ça, les gens qui sont menacés par une maladie. Qu'attendez-vous au pays? Quand vous le faites, vous les désarmez sur le plan psychologique. Ils ne sont plus en capacité de collaborer pour le traitement. C'est moi, Bandakani. Vaut rien de mon état petit, il était qui doit prendre ça au docteur et savant de l'OMS. M. Bachir, vous parlez de quoi? Est-ce que je reste avec vous? Depuis que le Covid a commencé, je suis avec vous. Est-ce que cette attitude, ou plutôt cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, n'aurait pas aussi aidé quelque part les Africains à prendre davantage conscience de ce qui était préparé, je reste dans votre logique, contre eux? Il fallait donc commencer à dire ça aux Européens, qui eux ne devaient pas s'attendre au pays, étaient dans le pays. L'OMS a fait semblant de ne pas voir. Mais comme le plan c'est toujours l'Afrique qui est au centre de décimer les Africains, ils vous ont dit ça. Vous me demandez, moi, Bandakani, respecter des voyous comme ça? Avec le voyou qui est à l'ONU, le voyou que vous appelez Guterres, la même chose. Mais Bachir ouvre les oreilles. Il y a
le danger, on voit comment les gens meurent en Europe par milliers de personnes. Ils ne disaient rien. On dirait qu'ils ne veulent même pas, ils ne disaient rien à l'Europe pour les assister. Donc l'Europe qui est en train de mourir n'a pas besoin d'assistance. L'OMS avertit un continent. Préparez-vous au pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Bachir? On vous a préparé le pire. Et vous n'y échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Voilà pourquoi je dis que c'est une organisation criminelle. Ce n'est pas une injure. Alors jusqu'ici... Je désigne ce qu'ils sont simplement, M. Bachir. Jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire quand même que l'Afrique est en train de déjouer ses... Vous voulez dire quoi? Les faits sont là. L'OMS devait... S'ils étaient déjà sérieux, ils écrivent d'abord une lettre d'excuses publique aux Africains pour dire que sur le plan déontologique, nous avons échoué d'abord. Parce qu'on ne devait pas faire ça. Et de deux, nos prévisions sont fausses. Mais comment avez-vous fait? Dites-nous un peu quelle est la magie qu'il y a chez vous là. Comment est-ce que vous faites chez vous là? Voilà. Un continent qui n'a rien, qui n'a pas de structure médicale, comme ils disent. Parce qu'ils ont dit que la meilleure médecine du monde, c'est la médecine moderne conventionnelle. Est-ce qu'ils ont dit? Donc si tu n'es pas dans ça, tu ne vaux rien. Nous constatons que la médecine conventionnelle ne protège pas les Européens, qui se vantent de l'avoir. Mais nous les Africains qui n'avons rien, parce qu'on est dirigé par des feignants, tout ce que vous voulez, machin là, nous résistons. Ça veut dire que si l'OMS était déjà sérieux, il réfléchirait qu'il faut élargir le concept de médecine. Et ne pas réduire ça au bricolage des machins qu'on fait dans les comprimés, tout ce que vous racontez dans leur vaccin de sorcier, pour élargir le concept. Non, la médecine, c'est plus que ça. Il y a des sagesses traditionnelles. Il y a des barrières psychologiques, il y a des barrières spirituelles qui intègrent la médecine. Et qu'il faut être humble à un moment donné quand on parle aux gens de ces choses-là. C'est Bachir, je suis en colère. Ce qu'il y avait à faire, c'est de détruire, d'aller casser le on ne va pas arriver là. Le temps de vous reprendre la parole. Oui, on est en train de chuter pour le moment. Je peux terminer. Vous terminez. Mes grands frères qui sont là savent qu'ils viennent d'arriver. Oui. Et puis, ils me laissent parler. Ils vous accordent quelques 2 minutes, disons, avant de leur retourner la parole. Je donne le premier principe. Le deuxième principe, vous savez que le problème de vaccin, vous savez que depuis 30 ans, 40 ans, les vaccins secrets se développe sans aucun contrôle. Oui. Par les mêmes laboratoires. On contrôle tout. On contrôle l'état de démocratie dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a un thermomètre créé par les Blancs pour savoir quel est le pays qui atteint un tel niveau en démocratie et en droit de l'homme. On vous surveille tous les jours pour savoir si vous avez évolué dans les ajustements structurels de vos économies. Donc on vous donne les points. Doing business, Transparency International, tous ces ONG de merde. Tous les jours, vous donnent des bêtises, machin et consorts. Ils vous disent, on surveille tout. Tout est surveillé dans le monde. Mais dites-moi par quelle magie les vaccins sont hors contrôle dans le monde depuis bientôt 40 ans. L'OMS ne sait pas ça. L'OMS ne sait pas qu'il a pour partenaire un criminel qu'on appelle Bill Gates. Il y a des plaintes contre ce voyou en Inde. Il a été chassé de Kenya partout parce que c'est un criminel qui tue les enfants avec les vaccins. L'OMS ne sait pas ça. Et il est un des grands partenaires de l'OMS, M. Bachir. C'est un financier. Et quand on est financier, on a tous les droits. Vous nous parlez du capitalisme, président Bandakali. Non, je ne suis pas, je suis dans la déontologie. Ce sont les déontologues médicaux. Ce sont les experts, ils donnent les leçons à tout le monde, l'OMS. Maintenant, revenons au cas de Madagascar, je terminerai par là. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais quelle est cette médecine? Quelle est cette affaire que vous avez? Mais l'OMS, c'est quel machin ça? Quels sont ces voyous-là? Il y a une urgence sanitaire, Bachir. Il n'y a pas de remède. Donc l'OMS, là où l'OMS est là, ils n'ont pas de remède. Oui. Pour soigner le Covid. Et quelqu'un, un pays, trouve une thérapie qui marche. Une thérapie qui marche. Entre sauver des vies et respecter les principes de l'OMS qui n'a encore trouvé aucun remède. On laisse les gens mourir. Et Bachir, bon, entre les deux, qui est criminel? Vous avez la réponse. Non, vous me répondez. Bon, je pose des questions. Oui, d'accord. Je pose des questions, président c'est votre rôle. Je comprends. Bon, d'accord. Alors, moi, je vous dis, Bikoro, là, je le salue. Donc, vous l'avez salué au début. Bon, okay. Allez-y, vous chutez. Donc, c'est-à-dire qu'entre Madagascar, le président de Madagascar, qui n'est pas mon ami en passant, c'est un président africain, je le respecte. Comme je respecte le président, il a des choix, des alliances que je ne partage pas, je le respecte. C'est le président de Malgache. Ce monsieur constate que son pays a des problèmes, les gens vont mourir. D'une histoire qu'il n'a pas inventée, qui a été créée par les voyous de la communauté internationale, des brigands que vous célébrez tous les jours. Alors moi je vous ai dit, dès que ça a commencé, Bachir, l'émission, j'ai dit, ce n'est pas une pandémie. Vous vous rappelez l'émission, n'est-ce pas? Il y a des grands savants par la planète qui m'ont dit que non, tu géopolitises tout. Bachir, ce n'est pas une pandémie, c'est une affaire de gouvernance. Maintenant que les mêmes gens s'accusent devant le monde entier, ils accusent que c'est toi qui as fait. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est toi qui as fait. Non, l'autre dit que c'est l'autre.
Mais nous on attend, hein, parce que le meilleur arrive. Nous avons les éléments, le meilleur arrive, on ne court pas. Donc Bachir, le président malgache fait ce qu'un être humain normal doit faire, quitte encore un président. Les Africains ont vécu avant de connaître les Blancs. Ils ont survécu à des catastrophes. L'humanité a survécu à des catastrophes. L'humanité a découvert des procédés, Bachir, des protocoles traditionnels, médicaux puissants, que l'OMS méprise, ne connaît même pas. Au lieu d'être humble, dans une pareille crise, qui démontre l'incompétence de l'OMS et son caractère criminel, au lieu d'être humble, l'OMS demande à un président de laisser mourir ses populations alors que le gars a ses techniques et machin pour que ce dégât se soigne. Et même ce produit-là. Il fait partie des pays les moins touchés. En plus. Et d'ailleurs, ce produit, il y a longtemps que ça fait une querelle hein, dans le monde médical. C'est pas aujourd'hui que ça fait querelle. C'est pas aujourd'hui que ça fait querelle dans ce monde. Comme on l'a dit au professeur Raoul de cette terre. Parce que M. Macron, voilà quoi un autre. Voilà vos amis, non? Ce sont les grands leaders démocrates. Voilà vos amis, assumez. Les gens doivent assumer. Hein. Les gens doivent assumer. Voilà vos amis. Ce monsieur, à cause de l'intérêt de ses amis, ils ont dit que le professeur Raoul, c'est un fou. Voilà un monsieur qui a les mêmes compétences que les autres. Mais comme il n'est pas dans le réseau, des vendeurs de vaccins qui veulent détruire le monde, on a dit que monsieur, tais-toi. 2 jours après, le même Macron va leur rendre visite dans son bureau. À Marseille. Mon Dieu, à Marseille. Après avoir interdit que ton affaire, ça n'entre pas dans le protocole officiel de traitement. Mais monsieur Bachir, vous voulez qu'on débatte encore ici? L'OMS, organisation criminelle. Bravo au président malgache. Et un Africain qui va continuer à accorder le moins de crédit à l'OMS et toute votre médecine de merde conventionnelle. Merci, président. Il ne s'apprendra qu'en lui-même. Allez, merci à vous. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Artemisia! Artemisia! Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le 3e jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour, je suis parti refaire les examens de laboratoire. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires.
Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Nous avons décidé ensemble en fait, de monter une grande étude aux normes de l'OMS, donc c'est un peu compliqué, c'est randomisé en double aveugle, etc., sur un échantillon significatif de personnes, donc là on a fait sur 1000 patients, et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au Maniema. « 1000 patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'artémisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Le docteur Michel Idumbo est l'investigateur principal de l'étude. On diagnostique le paludisme, on prélève l'échantillon, donc le sang, avant le traitement, puisque ce sang-là devrait être examiné à un laboratoire du niveau supérieur, là où on peut, on peut faire la numération des charges parasitaires. Et à ce moment-là, on mettait de façon aveugle un groupe de malades sous la tisane et un autre groupe de malades sous les ACT. Et nous avons fait 4 mois en train de récolter les données chaque jour. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus eu la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'artémisia, je me suis senti beaucoup mieux.
En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant 6 mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. En attendant, l'instituteur est absolument enthousiaste. La situation de prendre l'Artemisia est pour nous une situation très favorable et rentable pour notre vie et pour la vie de nos élèves. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes. Ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare. L'étude du Dr Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. Les Africains ne sont pourtant pas les seuls à révéler les vertus de l'Artemisia. Au Worcester Polyclinic Institute, à 1 heure de Boston, nous avons rencontré le professeur Pamela Weathers, qui s'intéresse à l'Artemisia annua depuis 25 ans. Au départ, elle n'étudiait que l'artémisinine. Nous avons toujours été intéressés par l'artémisinine et nous étudions encore sa biosynthèse. Mais aujourd'hui, nous savons que l'ensemble de la plante favorise la pénétration de l'artémisinine dans le corps. Et nous avons vu aussi qu'elle contient beaucoup d'autres composants anti-malaria. Et donc, nous adoptons maintenant une approche beaucoup plus holistique. Cette plante est passionnante parce qu'elle contient plus d'un médicament, plus que 2 ou même 3. En fait, elle en contient probablement une dizaine. Nous avons réussi à prouver sur des rongeurs que la plante pouvait combattre la malaria qui résistait à l'artémisinine seule. Cela ouvre des perspectives énormes pour combattre des parasites résistants, mais aussi pour éviter l'émergence de résistance chez les humains. La question de la résistance divise les 2 camps qui s'affrontent aujourd'hui. Pour ou contre l'artémisia. Les sceptiques pensent que l'utilisation de la tisane à grande échelle pourrait générer des résistances, préjudiciables à l'efficacité des médicaments ACT. Pour les pro-artémisia, cet argument ne tient pas. Cela fait 2000 ans que la tisane est utilisée en Chine sans qu'aucune résistance ne soit apparue. Ce que la science ne parvient pas encore à démontrer, l'histoire l'a déjà mis en évidence. Et si la réponse était dans la nature ? L'Artemisia annua et sa cousine africaine sont en fait des polythérapies. C'est la combinaison de leurs différents composants qui donne aux plantes leur pouvoir thérapeutique. Il faut donc les utiliser en totum, en entier, et non essayer d'en isoler un seul principe actif. L'OMS apparaît aujourd'hui comme le principal frein à la diffusion de l'Artemisia annua. Officiellement, à cause du principe de précaution, mais peut-être aussi pour des raisons politiques et financières. Il y a exactement 25 ans, le budget de la OMS, les plus de 50% étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS.
Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a seulement les 18 ou 20% de contributions publiques, de telle façon que le secteur privé, fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l'organisation. Les premiers 50 ans d'existence de l'industrie pharmaceutique, on a développé des médicaments qui guérissaient les maladies. Depuis une vingtaine d'années, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments pour traiter les maladies, des traitements mais pas pour guérir. Peut-être parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un malade qui est un client. L'objectif est d'abord des profits avant des intérêts de santé publique. En juin 2016, Bill Gates faisait une déclaration solennelle. Sa fondation s'engageait à éradiquer la malaria de la surface du globe en une génération. Il va nous falloir des médicaments et des vaccins pour mener à bien cette éradication d'ici à 2040. Cette déclaration a été faite conjointement avec celui qui était alors le ministre britannique des Finances. On aurait imaginé que le ministre de la Santé soit plutôt concerné par une maladie, mais c'est bien de finances qu'il s'agit. Car pour éradiquer la malaria, la Fondation Gates promet d'investir 4 milliards d'euros. Nous avons contacté la Fédération internationale des fabricants de médicaments pour lui demander sa position sur l'artémisia. Réponse: Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'intervenir dans votre documentaire. Nous n'avons pas trouvé d'experts disponibles pour témoigner sur ce sujet. Nous avons également insisté pour connaître la position actuelle de l'OMS vis-à-vis de la plante qu'elle avait déconseillée en 2012. Nous avons reçu cette réponse laconique. Nous ne pourrons pas répondre à vos questions concernant la médecine alternative. Décidément, l'artémisia n'est pas prête de pousser dans les jardins de l'OMS à Genève. Partout ailleurs, elle continue de se propager. Dans une quarantaine de pays, on produit désormais des extraits de plantes à des fins thérapeutiques. La filière de l'artémisia n'est pas seulement bénéfique pour la santé, elle l'est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Ce qui fait le succès de l'artémisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. On en trouve déjà sur certains marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Ça... Et puis quand tu avais le palais, quand tu buvais ça, ça ne te guérissait pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane c'est moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille, depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je l'ai conseillé à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'artémisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de bactériologie-virologie à l'université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'artémisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. Dans les plantations du Sénégal et ailleurs, la recherche se concentre désormais sur l'artémisia afra, l'espèce africaine qui ne contient pas d'artémisinine. Elle ne peut donc pas induire de résistance aux médicaments ACT. L'afra est connue sur le continent africain depuis des siècles, de sorte qu'elle est spontanément reconnue comme plante médicinale. Et puis, elle est plus facile à cultiver que la noix. Mon rêve, en fait, dans cette histoire, c'est que chaque famille africaine puisse avoir un plant d'artémisia afra, qui est donc vivace, c'est un buisson, et ils se coupent de l'artémisia pour faire de la tisane un jour sur deux. Ils n'auront pas le palu, et ça sera terminé, cette histoire. Les acteurs de terrain sont persuadés que l'artémisia finira par s'imposer, non pas contre l'avis des tenants de la médecine conventionnelle, mais avec leur assentiment. La publication des essais cliniques obligera bientôt l'OMS à revoir sa copie. Alors, l'omerta cessera. L'Afrique a besoin des insoumis
les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés de pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'Artémisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business. Reporter Le Doc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24. يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الرأسمالية تحصل أموال ببيع الأموال. عيب، هذا حرام عليكم. الأمصال لا تباع، الدواء لا يباع. اقروا الكتاب الأخضر لا يسمح ببيع الدواء. الدواء لا يباع. اعلنوا قولوا الدواء مجاني. الامصال مجانيه، مش حتنتشر الفيروسات لان يخلقوا فيها باش يعملوا امصال وباش تكسب منها الشركات الرأسمالية. هذه معالجه خطا. اعلنوا الادويه لا تباع مجانيه، واذا كانت حتى فيروسات حقيقيه يجب لا الامصال، لا نبيع الامصال، يجب نعطيها بلاش. العالم يبذل جهد ويصنع هذه الامصال لينقذ نفسه.